été une figure majeure du débat politique pendant des décennies. Elle est entrée dans l'histoire du pays sans avoir eu le pouvoir, mais ses mots, son style et surtout sa persévérance ont frappé les esprits parce qu'elle était là à chaque fois. À chaque élection présidentielle, il y avait un bulletin de lutte ouvrière à son nom de 1974 à 2007. Elle détient d'ailleurs le record du nombre de candidatures. Alors oui, ses scores étaient modestes, jamais plus de 6%. Oui, son slogan « Travailleuse, travailleur » a été moqué. Est-ce que ça l'a découragée parfois? Est-ce qu'elle a même douté de son utilité? On va lui poser la question. Bienvenue dans Un Monde, un regard. Bienvenue Arlette Laguillet. Merci d'avoir accepté notre invitation dans cet endroit si spécial, le Dôme tournant du Sénat. Vous avez été le visage de lutte ouvrière pendant 35 ans. Je parlais de scores modestes, c'est vrai, entre 1,3% et 5,7% à la présidentielle. Jamais découragée? Non, puis quand on a 5,7%, on se dit que on a encore des marges d'avancement et que la prochaine fois, ça sera encore mieux. Donc il y a eu des... Et même la première élection à 2 et quelques pourcents, c'était quand même 600 000 voix et qu'une femme, une révolutionnaire, communiste, trotskiste, qui avait réussi, d'abord avait été la première femme à se présenter à la présidence de la République et avait quand même réussi, disons, à marquer un petit peu les esprits, à faire que les autres hommes politiques, puisque j'étais la seule femme, se préoccupent peut-être un peu plus de la condition des femmes. Mais est-ce que vous le cherchiez vraiment, le pouvoir? Est-ce que vous souhaitiez accéder au pouvoir ou vous étiez finalement une sorte de lanceuse d'alerte? Lanceuse d'alerte, je dirais pas ça. J'avais l'envie de représenter à la fois le monde du travail et à la fois les revendications des femmes dans une période où, quelques années après 1968 et la grève générale, on était quand même en pleine ébullition, nous les femmes, pour gagner le droit à l'avortement et à la contraception. Et pour moi, c'était plus parler de tout ça. Effectivement, j'avais pas d'illusion de pouvoir arriver au pouvoir. Ça vous aurait presque embêté, non, de finalement accéder au pouvoir? Vous auriez été prête? Parce que, vous savez, comme je l'ai dit des milliers de fois, si j'avais été élue présidente de la République, je pense qu'il y aurait la révolution en France, c'est évident. Hein. Donc voilà, c'était pour que les intérêts des femmes et des travailleurs soient pris en compte. Je le disais, vous avez été 6 fois candidate à la présidentielle. Oui. C'est un record. Qu'est-ce qu'il dit de vous, ce record? Que vous êtes persévérante, tenace? Oui, ça c'est une qualité que je me reconnais. Et puis fière de mes idées. Vous savez, je ne crois pas qu'on puisse faire de la politique aussi longtemps sans croire aux idées qu'on défend. Bon, moi, mes idées de changer en profondeur la société, d'en finir avec ce système capitaliste, et je vois qu'aujourd'hui, il nous mène à la catastrophe par tous les bouts. On voit des guerres partout, on voit cette catastrophe écologique, on voit que la situation des travailleurs ne va pas du tout en s'améliorant. Donc, si vous voulez, tout ça, toutes ces idées de changement de société m'ont porté toutes ces années et à chaque élection me porte encore aujourd'hui d'ailleurs. Personne ne vous connaît en 1974. Le grand public vous découvre lorsque vous vous présentez pour la première fois. Il fallait du cran aussi, du courage, peut-être même un peu d'inconscience. Vous savez, oui, peut-être je ne voyais pas à quoi je m'exposais, ça c'est certain, vraiment. Mais vous savez, je sortais d'une grève des banques qui avait duré 2 mois, où j'avais, avec mes camarades, mené un combat difficile, avec un comité de grève, avec des occupations de la banque, où on a été 2 fois expulsés par la police. Donc, j'avais le sentiment qu'à la limite, se présenter à la présidence de la République, c'était pas plus dur que d'avoir mené cette grève. Et c'était peut-être de l'inconscience, j'en sais rien, mais en tout cas, je m'en sentais capable. Je m'en sentais capable parce que j'avais mené avec mes camarades, je répète, une lutte difficile. Mais c'était votre choix ou le choix des autres d'être candidate? Comment on en vient? Vous aviez quoi, 34 ans? Vous étiez militante, vous l'avez dit, vous faisiez des grèves, des occupations de locaux. On vous a dit, tu es notre candidate, ou vous vous êtes dit, allez j'y vais parce que je sens qu'il n'y a que moi qui puisse le faire?
je faisais partie depuis 1969 de la direction de Lutte ouvrière et nous, on s'est réunis pour se dire est-ce qu'on se présente, est-ce qu'on ne se présente pas et qui se présente. On a discuté, il y avait le choix entre plusieurs camarades. Pourquoi vous alors? Pourquoi vous? D'abord, mes camarades et moi-même, nous avions envie que ce soit une femme. Parce qu'on trouvait que les femmes étaient vraiment sous-représentées dans Il n'y avait pas de candidate. Il n'y avait pas de candidate femme. Et il se trouve qu'il n'y en a pas eu cette fois-là, à part moi, quoi. Donc voilà, c'était une décision collective de la direction que j'ai acceptée tout à fait facilement parce que je m'en suis sentie non seulement capable, mais soutenue par mes camarades. Même si on était une petite organisation, je savais que dans n'importe quelle ville où j'irais faire un meeting ou rencontrer des électeurs, j'aurais des camarades autour de moi de la ville. Que, voilà, même en étant petit, on existait quand même un petit peu dans tout le pays. Mais il y avait d'autres voies pour représenter les travailleurs dans le pays, non? Le Parti communiste français, non? C'était pas suffisant? Ça ne vous allait pas? Nous, on s'est construit en désaccord avec le Parti communiste et en particulier avec toute sa période stalinienne. On en a même souffert, nous les trotskistes, certains dans leur chair parce qu'ils ont été assassinés par les staliniens, y compris on a eu un camarade à Paris qui l'a été. Et puis aussi, c'était la lutte contre le stalinisme, alors que le PC s'affirmait stalinien. Et de ce point de vue-là, c'était un combat d'idées qui ne pouvait pas être réglé en étant derrière le PC. Mais dites-moi si je me trompe. Dans les entreprises, on a pu avoir des combats communs avec les militants du PC. Mais votre père était proche du PC, non? Dites-moi si je me trompe. J'ai lu qu'il était anarchiste, militant à l'association républicaine des anciens combattants, proche de la SFIO et du PC. Oui, c'est-à-dire que, lui, il a manifesté contre la venue au pouvoir de Gaulle à 58. Il a couru avec les matraques des flics derrière dans le métro Arts et Métiers. Enfin, il m'a raconté ça souvent. Une époque où moi, j'étais pas encore vraiment engagée, quoi. Et oui, j'avais cette influence de mon père, certainement. En plus, c'est quelqu'un qui est revenu très brisé de la guerre, qui a été prisonnier, qui est rentré malade, rapatrié sanitaire et qui s'en est jamais vraiment remis. Donc pour moi, j'étais contre la guerre, c'est de lui que vous tenez ce militantisme de gauche? Ça, et quand même j'ai 14 ans quand éclate la guerre d'Algérie. Et pour la jeunesse de mon quartier, en particulier les garçons qui sont des fois plus vieux, mais qui se demandent si on ne va pas les mobiliser, ce qui va se faire en 56, et qu'il y a une espèce d'angoisse vis-à-vis de cette guerre d'Algérie et des discussions. Donc on se procure les journaux qui en parlent, on se procure les livres comme La Question d'Henri Alleg qui dénonce la torture faite par les parents en Algérie. Voilà, c'est ça aussi qui... il y a bien sûr sûrement l'influence de mon père, mais je vis dans une période où l'impérialisme français mène une vraie guerre contre un peuple qui veut son indépendance et ça forge les convictions de toute une jeunesse. On l'a dit, vous avez été la première femme à vous présenter à une élection présidentielle. Est-ce qu'on peut rentrer un peu dans le détail? Comment c'est perçu à l'époque? Est-ce qu'on se moque de vous? Est-ce qu'on vous rit au nez? Est-ce qu'on vous voit arriver avec le sourire? Comment réagissent ces hommes? C'était un milieu d'hommes. Oui, alors... c'était à la fois, oui, il y a eu des petites saillies parce que j'étais une femme et surtout parce que j'étais une dactylo et que franchement les dactylos, il faut que ça reste à leur place. Qu'est-ce que ça a à concourir pour la présidence de la République? C'est-à-dire que le mépris, moi je l'ai plus ressenti social que réellement misogyne. Parce que disons-le, vous n'avez jamais cessé de travailler, même en étant candidate, même en étant investie dans la politique, vous continuiez de travailler. Oui, et on vous jugeait sur vos origines sociales et sur votre métier dit modeste. Enfin, les articles étaient hostiles, c'était un peu ça, quoi. Qu'est-ce qu'elle vient faire dans la cour des grands, quoi, en quelque sorte, qu'elle reste à sa place. Celle qui n'a pas fait les grandes écoles. Sûrement très bonne dactylo, mais quand même se mêler de politique. Voilà, c'est des articles comme ça que j'ai eus. Maintenant, d'un autre côté,
ça a secoué le cocotier des hommes politiques, parce que l'électorat féminin, c'est quand même la moitié. Hein. Oui. Bon. Et donc, ils se sont dit, oh là là, hein, oui. si elle commençait à nous prendre les voix des femmes, bon, ce qui n'était pas juste, parce que de toute façon, les femmes, elles sont comme les hommes. Elles ne votent pas pour une femme parce que c'est une femme, elles votent pour les programmes, pour les idées, exactement comme les hommes. Mais quand même, c'est un petit peu bousculé, quoi. Alors sur ce sujet, on a une archive sympa à vous présenter. C'est une archive qui nous a été transmise par les Archives nationales, qui sont nos partenaires sur cette émission. Je vous la présente, mais je vais vous la lire aussi pour les spectateurs. C'est une affiche, votre affiche, pour la campagne présidentielle de 1981, diffusée en Moselle. Et on y retrouve votre slogan, travailleuse, travailleur, mais en allemand. Arbeiterinnen, Arbeiter, wählen Sie für eine Frau, votez pour une femme. Wählen Sie Arlette Laguiller, votez Arlette Laguiller. C'est drôle de revoir ça, non? Oui, bah, vous savez, en Moselle, beaucoup de gens parlent allemand. Hein, et donc, il y avait tout un public qu'on pouvait que toucher qu'en traduisant. Mais l'un de vos arguments de vente, j'allais dire, pardon pour l'expression, c'était de dire « Wählen Sie für eine Frau », votez pour une femme. C'était un argument, c'était un vrai argument pour vous. Tout à fait. Ouais, ouais. Pourquoi? Qu'est-ce que ça apportait de plus? Ma première intervention télé a porté là-dessus. Je suis une femme et j'ose concourir dans cette république d'hommes. Et oui, bien sûr, c'est... Dans ce tract, vous en mettez plein la figure aux candidats de droite. Bon, ça, j'allais dire, c'est un peu logique. Mais aussi à la gauche, incarné par François Mitterrand. Vous y allez fort? Oui, bien sûr. Bah, vous savez, Mitterrand, il a été partisan de l'Algérie française. Il n'a pas hésité à ce que des militants communistes comme Fernand Yveton été condamné à mort. C'était quelqu'un qui était vraiment pas de mon bord, mais je sentais dans la population tellement une envie de changement de la part des travailleurs que j'ai finalement quand même au deuxième tour appelé à voter pour lui, tout en disant que les travailleurs devaient se méfier, que même s'il était élu, il serait du côté de la bourgeoisie et que finalement il s'attaquerait aux travailleurs, ce qu'on a vu finalement assez vite 2 ans après 1980. Vous pensez que vous avez eu un poids quand même, le seul fait d'être candidate à la présidentielle, de parler des travailleurs, vous pensez, ou vous l'avez peut-être même su, vous êtes peut-être entretenu avec François Mitterrand, où il aurait pu vous dire un jour votre candidature à jouer? Non? Non, jamais discuté, jamais rencontré de toute façon. Non, bah, vous savez, pour François Mitterrand, on n'existait pas, quoi. Voilà, hein, c'était ça. Par contre, moi, ce que j'ai remarqué dans toutes les campagnes, et surtout la première, mais même après, c'est que du coup, tous les hommes politiques se sont mis à parler des problèmes des femmes. Et de ce point de vue-là, c'était déjà une petite victoire, hein, de voir qu'on en tenait compte. Hein. Et quand en 1974, Giscard d'Estaing avait été élu, il avait nommé une femme, Françoise Giroud, à la condition féminine. Et j'avais l'habitude de dire, elle me doit sa place parce que, justement, j'ai introduit un petit... Pas un petit, vous avez ouvert une voie. Oui, si vous voulez, j'ai ouvert une voie, oui. Ouais, c'est votre fierté, votre victoire à vous. Essayons de parler un petit peu plus de votre parti, de lutte ouvrière. Enfants, mariage, religion, tout ça était proscrit ou est proscrit. Ce sont des valeurs qui ne collent pas à ce parti. Non, c'est de la blague, c'est des choix personnels. Oui, je sais, on a été beaucoup attaqués là-dessus. Vous savez, moi, j'ai choisi vraiment de ne pas avoir d'enfants. Parce que être une travailleuse, militer, je savais, parce que j'avais en partie élevé mes frères, que je ne serais pas capable de me donner entièrement à mes idées, à ma cause, en élevant des enfants. Puis je n'avais pas les moyens d'avoir une bonne, des gardes d'enfants et tout ça. Donc j'ai fait ce choix très consciemment. Bon, quand j'ai été élue au Parlement européen, j'ai été élue avec 2 autres femmes de lutte ouvrière, Armandie Borde et Chantal Coquille.
qui toutes les deux avaient élevé des enfants. Mais moi, je ne m'étais pas sentie capable de ça, donc j'avais fait ce choix. Et ça a été des choix conscients des camarades qui voulaient plus donner à leur parti, peut-être qu'à la société, en ne faisant pas d'enfants. Mais après, qu'est-ce qu'on nous... Oui, on nous a accusés de tous les maux sur ce plan-là, mais... C'est vrai, je vais citer un article de Libération de 1998 que j'ai retrouvé en préparant cette interview. Libération qui publie une enquête à partir de témoignages d'anciens de lutte ouvrière. Et pour nos téléspectateurs, je vais rappeler quelques mots. Depuis toujours, lutte ouvrière joue le secret. Pas de siège social connu, mais une boîte postale, une direction sous pseudonyme. À Hello, on a même un nom pour ça, la conspirativité. Le but, selon Fortin, 20 ans de militantisme à Hello, vivre comme si la police t'espionnait et s'entraînait à l'avance en cas de révolution. C'est vrai? C'était vrai? Vous savez, quand il y a eu le mouvement des élèves du technique, il y a eu des mouvements de grève, on avait créé une petite organisation pour organiser ces jeunes, ça s'appelait Ceux du technique, et on a pu savoir par des indiscrétions des renseignements généraux que pendant tout le conflit, notre siège a été écouté. Parce que, bien sûr qu'on avait un siège, mais on n'a pas les moyens, nous, de se payer un service de sécurité. Donc, ce n'était pas un siège public. On y invitait les journalistes quand ils voulaient bien venir. Et donc, en plus, je l'ai dit très rapidement tout à l'heure, mais on a eu comme... tous les trotskistes ont été assassinés en URSS. Mais que ça soit le camarade Blasco, que ça soit notre camarade Buchholz... On a eu beaucoup de camarades à travers le monde qui ont été assassinés en tant que trotskistes. Et c'est vrai qu'on avait ces habitudes de faire attention. Et comme la Ligue communiste révolutionnaire, comme d'autres organisations, on avait des pseudonymes. Voilà. Et avec le recul, est-ce que vous avez un peu de regret du fonctionnement de votre parti, une forme d'opacité, de manque de transparence qui a pu éveiller ce genre de critique? Vous avez des regrets? Je pense surtout que quand on a dépassé 5% la première fois, ça a été, c'était en 95, ça a été vraiment haro sur lutte ouvrière. Parce que une organisation qui dit qu'il faut renverser le capitalisme, il faut créer une autre société, bon, quand on fait 1 ou 2%, on n'est pas très gênant. Quand on fait plus de 5-6%, ensuite, d'ailleurs, même avec la Ligue communiste, on approchait les 10%, même avec l'autre organisation trotskiste, et ben, ça commence à inquiéter un petit peu la bourgeoisie. Et il y a quand même beaucoup de journaux qui sont au service de la bourgeoisie, beaucoup de journalistes voilà, qui jouent ce jeu-là de salir une organisation parce que finalement, ça inquiète les propriétaires bourgeois des journaux, je suppose. Je suppose que c'est ça. Est-ce que vous diriez quand même que la clé pour être un bon responsable politique ou une bonne responsable politique, c'est l'exemplarité, la cohérence? C'est l'exemplarité au niveau de ne pas changer ses idées, de ne pas être une girouette qui pourrait avoir un petit pouvoir dans un conseil régional, dans un Sénat ou dans n'importe quel organisme d'État va changer ses idées. Hein. Nous, si on a eu des élus dans 9 régions, aux élections régionales, on a des élus dans les conseils municipaux. J'ai été élu avec 3 camarades au Parlement européen. J'ai siégé au Conseil régional d'Île-de-France avec 2 autres camarades de lutte ouvrière. Donc à chaque fois, c'est sur la base des idées que nous défendons. Qui n'ont jamais vacillé, qui n'ont jamais bougé, vos idées? À aucun moment? Non, puis c'est pas le moment qu'elle bouge. Moi, je suis très inquiète sur la situation du monde aujourd'hui. Je pense qu'on est sur une vraie poudrière. Comment vous dire? Il y a eu les gilets jaunes, par exemple, qui ont montré qu'il y avait une partie de la population qui voulait plus se contenter de vivre avec peu, de subir toujours les hausses de prix de l'essence ou d'autres. On recommence à être dans cette situation.
Et on voit qu'un peu partout, les entreprises, en particulier les plus grosses, qui font des milliards de profits, se débarrassent de leurs sous-traitants, mettent des gens au chômage, etc. On est dans une situation extrêmement difficile. Le mouvement des Gilets jaunes, vous diriez qu'il donne raison à votre idéologie, à votre combat, à votre désir de révolution? Non, les Gilets jaunes, moi je leur vois une limite, c'est que justement, ils ne veulent pas faire de politique. Et moi je pense que ça c'est une erreur de leur part. Mais ils sont même très anti-parti, anti toute forme. Mais parce qu'ils ont considéré que les partis ne les avaient pas bien défendus. J'imagine que vous le prenez aussi pour vous. Non. Oh non, je le prends pas pour nous. Non, c'est pas contre Lutte ouvrière, c'est contre tous les partis qui ont été au gouvernement. C'est ça. Arlette Laguiller, j'ai envie de continuer cet échange avec des photos qu'on a préparées pour vous, qui sont censées évoquer quelque chose pour vous, je l'espère en tout cas. On a pensé à Olivier Besancenot, autre représentant d'une forme de gauche radicale, ancien porte-parole du NPA et de la LCR, un homme très engagé. Vous vous reconnaissez dans sa force, son envie de faire avancer les classes modestes? Écoutez, je ne sais pas, pour moi, il a un petit peu disparu en tant que responsable, puisqu'il a cessé de se présenter. Et on a mené, on se rend compte, on se salue et on peut discuter ensemble, c'est pas le problème, mais on n'a pas tout à fait les mêmes idées, voilà. Mais ça fait partie des questions, justement, que peuvent se poser les Français quand ils voient une multitude de partis dits de gauche, parce que c'est quand même ça. Et les Français peuvent se demander pourquoi ils ne fusionnent pas, pourquoi ils ne s'entendent pas. Est-ce que ce sont sur des points de détail ou est-ce que profondément les idéologies sont différentes? Déjà, nous, on continue à se réclamer du communisme révolutionnaire. Bon, ce mot communiste, il a disparu du NPA. Le NPA, c'est plus la Ligue communiste révolutionnaire. De ce point de vue-là, ils ont évolué dans un sens qui n'est pas le nôtre, quoi. Donc, ça n'empêche pas d'avoir des relations, mais ça empêche de faire des listes communes comme on a fait à une époque. Donc il y a une forme de concurrence des gauches, c'est comme ça qu'il faut le voir? Écoutez... Qui peut perdre les gauches ou la gauche aussi, qui peut l'empêcher de gagner? Alors moi je ne mettrais pas ni le NPA ni Lutte ouvrière dans la gauche. Nous on est à l'opposé, enfin on est l'extrême gauche. De ce point de vue-là, chacun défend ses idées et s'ils présentent des candidats, on verra bien. Ils défendront certaines idées qui ressembleront sûrement aux nôtres, à celles que va défendre Nathalie Arthaud dans notre campagne à venir en 2022. Mais aussi, il y aura des différences qui font qu'on n'a pas exactement les mêmes relations aujourd'hui qu'on a eues lorsque c'était la Ligue communiste révolutionnaire. Et l'état de la gauche, en général, il vous inquiète ou vous ne vous sentez pas concerné? Surtout, elle ne m'étonne pas. Vous savez, à chaque fois que la gauche a été au pouvoir, elle a déçu. Elle a déçu le monde du travail, en tout cas. Elle a déçu les travailleuses et les travailleurs. Et peu à peu... quand vous décevez vos électeurs, ils ne votent plus pour vous. C'est ça le problème de la gauche aujourd'hui. J'ai une autre photo pour vous. Vous allez peut-être la reconnaître. Gisèle Halimi, avocate, militante féministe. En 1978, elle va vous solliciter pour témoigner au procès de l'affaire Tonglet-Castellano, du nom de 2 femmes belges violées 4 ans plus tôt. Vous serez empêché de témoigner, si je ne me trompe pas, tout à fait, par le président, parce que vous ne connaissiez pas les victimes. À un moment, certains ont dit que vous sortiez des clous de la révolution du prolétariat en vous joignant à cette démarche. C'était important pour vous? C'était le côté aussi féministe d'Arlette Laguiller et de Lutte ouvrière? Écoutez, on ne s'éloigne pas de la révolution quand on défend les femmes violées. Enfin, je ne pense pas. Et en plus, c'était une histoire terrible. Ces 2 femmes étaient homosexuelles, ont été volées par trois hommes assez violents. Et non... Si vous voulez, Gisèle Halimi, et à juste titre, a voulu aussi en faire un procès contre le viol. Et de ce point de vue-là, elle voulait mon témoignage en tant que femme, en tant que travailleuse,
et pour montrer que ce problème du viol, c'est un problème grave dans la société. Donc elle avait beaucoup de témoins, en quelque sorte, de société, quoi. Et bon, j'ai essayé de dire quelques mots, j'en ai été empêchée tout de suite par les huissiers. Enfin, le président a dit de me faire expulser, mais c'était une continuité de mon combat révolutionnaire. De toute façon, c'était pas différent. Vous savez, ces idées féministes, je les défends tout le temps. Qu'il y ait des affaires horribles comme ça, ou que simplement dans la vie quotidienne. Et le féminisme aujourd'hui, d'ailleurs, de recevoir les confidences des femmes sur ces problèmes-là. Et le féminisme aujourd'hui, on parle même d'un néo-féminisme. Quel regard vous portez sur cette nouvelle façon de défendre les femmes ? Je ne sais pas s'il y a une nouvelle façon. Il y a la façon ancienne qui est qu'on descend dans la rue avec des pancartes, ce qu'on a fait avec Gisèle Halimi pendant des années. Non, nouvelle façon au sens où il y a peut-être une forme d'agressivité nouvelle. Bon, bien sûr, je ne suis pas sur tous les hommes sont forcément des violeurs, etc. Ces idées-là, non, je n'ai pas ces idées-là. Hein. Mais je pense que oui, il y a un combat à mener pour que les femmes soient défendues, pour qu'elles soient entendues, évidemment. Mais je ne suis pas tout à fait sur la ligne, d'autant que moi j'ai vécu les combats féministes souvent avec des hommes à mes côtés, hein, que ce soit le mouvement pour la libération de l'avortement, de la contraception qu'on appelait le MLAC, où il y avait beaucoup de femmes, mais il y avait aussi beaucoup d'hommes, y compris des médecins qui faisaient des avortements, etc. Donc je ne suis pas tout à fait sur cette ligne-là. Hein. Mais je pense qu'il faut que les femmes continuent à se défendre, c'est sûr. Une dernière photo en clin d'œil, Alain Souchon. Pourquoi Alain Souchon? Je le dis pour nos téléspectateurs, parce qu'il a écrit une chanson sur vous, qui s'appelait tout simplement Arlette Laguillet. J'en lis quelques paroles qui datent de 1993. Quand Arlette chante, c'est de la verdure sur un monde difficile, dur. Les paroles, bien sûr, ont un peu d'usure, mais elles chantent avec un air pur. Ça vous a gêné à l'époque ou ça vous a flatté? Bah, ni l'un ni l'autre. De toute façon, les artistes, c'est des artistes. On les maîtrise pas. Ils sont libres de ce qu'ils font. Et quand il m'a montré la chanson, je lui ai dit qu'il était tout à fait libre d'écrire ce qu'il voulait, et que j'allais pas lui dire ce qu'il fallait faire. Mais c'est vrai qu'à la fois, comme j'aime bien Souchon comme chanteur, d'ailleurs ça m'a permis de le rencontrer, j'étais pas mécontente de le rencontrer, mais je préfère Full Sentimental à la chanson qu'il a faite sur moi, par exemple. J'ai une dernière question pour vous, Arlette Laguillet, puisqu'on touche à la fin de cette émission. Nous sommes entourés de 4 statues qui représentent chacune une vertu, et je vais vous demander dans laquelle vous vous reconnaissez le mieux. Je vous vois déjà faire la moue, je sais que ça va pas être facile. Vous avez derrière vous la sagesse, on a la prudence, la justice et l'éloquence. Est-ce qu'il y en a une qui vous touche plus, qui vous parle plus? Écoutez, je vais dire la justice quand même. Ouais. Pourquoi? Parce que je rêve d'un monde juste, hein, d'un monde où il n'y ait pas des hyper riches et des pauvres, d'un monde où on ne laisse pas la planète dans l'état où elle est, mais ça veut dire en finir avec le système capitaliste qui produit tout en fonction de la concurrence et des profits, et pas du tout en fonction du bien-être général de la population. Voilà, je suis pour une autre société juste. Et ce sera le mot de la fin. Merci infiniment, Arlette Laguillet, d'avoir été avec nous, de nous avoir livré un peu de votre monde et de votre regard sur le monde passé et actuel. Merci infiniment. C'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine sur Public Sénat. À très vite.